Nouveau numéro de Reporter le Doc, le magazine de reportage long format de France 24. Direction le Brésil. Le nord du pays est saisi par la fièvre de l'or qu'on trouve en abondance dans l'état de Roraima. Les Indiens Yanomami, vivant dans cette partie de la forêt amazonienne en vert sur cette carte, voient déferler depuis 2011 les orpailleurs illégaux qui menacent leur cadre de vie. Mais cette extraction se fait avec la bénédiction du président Bolsonaro qui entend bien l'intensifier pour des questions économiques. Après tout, a-t-il rappelé à la tribune des Nations Unies, l'Amazonie n'appartient pas au patrimoine de l'humanité. Immersion dans une terre de non-droit où les peuples natifs luttent pour défendre leurs terres ancestrales. C'est un reportage de Fanny Leterre et Laura Damas pour France 24. Des dizaines de bijouteries alignées. Bienvenue dans la rue de l'Or, en plein centre de Boa Vista, la capitale de l'état de Roraima. Bonjour, vous vendez de l'or? Oui. De bijouterie ou d'orpaillage? D'orpaillage. Dans la région, l'orpaillage, l'extraction de l'or, est interdit par la loi. Pourtant, rien de plus facile que d'acheter le précieux métal. L'or d'orpaillage, c'est 40 € le gramme. Vous voulez voir, c'est ça? Oui. Des pépites extraites des terres indigènes pourtant protégées et directement revendues à ces joailliers. Et ça vient d'ici? Oui, de Roraima. Il y a quelques semaines, la police a réalisé une opération dans cette rue. Plusieurs commerçants ont été arrêtés, pourtant aucune boutique n'a été fermée. Ça fait 25 ans que j'achète de l'or. Ce qui serait bien, c'est qu'ils légalisent. Pour vous, ça serait mieux? Pour moi, ce serait beaucoup mieux. Je paierais des impôts comme tout le monde et je n'aurais pas de problème avec la police. Mais vous avez une boutique avec pignon sur rue, pourtant. Oui, mais les policiers nous courent après. Ils disent que c'est de notre faute si l'orpaillage existe, parce qu'on leur achète de l'or. Merci beaucoup. L'orpaillage, une pratique illégale qui s'affiche au grand jour dans les rues de Boa Vista. On ne compte plus les coopératives de chercheurs d'or et les boutiques de matériel d'exploitation minière. L'an dernier, selon une étude gouvernementale, le précieux métal est devenu le deuxième produit le plus exporté de l'État après le soja. Entre octobre et novembre seulement, plus de 369 kilos d'or seraient sortis de Roraima. Une manne illégale impressionnante, alors que la région est considérée comme la plus pauvre du Brésil. Les indigènes affluent aujourd'hui vers la ville, sans ressources, sans assistance. Chaque jour un peu plus chassés par la ruée vers l'or, qui menace l'immense territoire des Yanomami. C'est un voyage que Mauricio Yequana attend avec impatience. Le militant indigène n'est pas rentré dans son village depuis 3 mois. Ce jour-là, il accompagne Manuela et José Ignacio, 2 chercheurs d'une ONG, sur ces terres qui s'étendent jusqu'à la frontière avec le Venezuela. 2 heures de vol au-dessus des terres Yanomami, près de 10 millions d'hectares. C'est la plus grande réserve indigène du pays. Mais sur notre route, au milieu de la forêt... Regardez, ce sont des cratères gigantesques creusés par les orpailleurs. Ce que l'on vient de voir, c'est la plus grande concentration de sites d'orpaillage en terre Yanomami. Jair Bolsonaro dit aujourd'hui que notre terre est très riche. Oui, c'est vrai, et on est fiers de cette richesse. Mais on veut justement défendre sa protection. Si on l'extrait du sous-sol, il va y avoir des conséquences pour l'avenir. Directeur d'une association qui défend les droits des peuples Yanomami, Mauricio Yequana dénonce depuis plus de 10 ans l'avancée des chercheurs d'or sur son territoire. Il nous emmène dans la région de Huaycas,
sur le Rio Mucajaí, un fleuve sacré pour ses ancêtres. Sous cette eau se trouve l'or tant convoité. Ce sont nos ancêtres qui nous ont laissé cet or en héritage. La richesse du sol ne doit pas être prélevée. Ce qui est dans notre sous-sol ne doit pas être touché. Cela a été créé pour équilibrer la terre. Derrière cette épaisse forêt, impossible de voir les orpailleurs en action. Mais sur notre chemin, Regardez la couleur de l'eau. Ils sont installés un peu plus haut. On entend les moteurs. Ça, c'était un petit ruisseau. Et aujourd'hui, c'est de la boue. ces mêmes moteurs qui rejettent dans l'eau cette boue blanchâtre et toxique. Il y a des orpailleurs partout. Je pensais qu'il n'y avait plus personne. Le long du fleuve, des campements de fortune apparaissent. Ils viennent tout juste d'être brûlés par l'armée qui opère depuis quelques mois dans la région. Mais les chercheurs d'or, eux, sont toujours là. Arrête de filmer là. Pour le militant indigène, guider des journalistes en plein territoire ennemi est une mission périlleuse. Vous êtes combien ici? On est 6. On habite ici. Il fonctionne le site? Non, il ne fonctionne plus. On veut juste faire quelques images. Contre toute attente, ces chercheurs d'or nous laissent passer sans aucun souci. Mon Dieu! Regardez tous ces rejets d'huile ici. Comment se fait-il que les orpailleurs soient encore là? L'armée ne les a pas délogés? Ils ont arrêté de travailler, mais ils se sont cachés, c'est tout. Ils savent que l'armée ne fait que passer. Alors ils reviennent juste après les opérations. Aujourd'hui à l'arrêt, ce site travaillait jour et nuit il y a quelques semaines encore. On l'appelle le Grand Tatou. C'est un cratère. L'or se trouve en profondeur. Il faut creuser des trous de plus de 20 mètres à l'aide de machines de chantier. Les pépites sont ensuite filtrées avec de l'eau et du mercure. Je suis triste parce qu'avant c'était un lac. On se nourrissait du poisson qu'on pêchait ici. Mais on ne peut plus pêcher. Le cratère ne fait qu'augmenter. C'est sûr qu'il y a du mercure. Ça ne manque pas. Des rejets de mercure invisibles et dévastateurs pour la faune, la flore et pour les indigènes qui vivent en aval, le long du fleuve. On va examiner la petite. Au petit centre de santé de Waikais, les infirmières sont en état d'alerte permanent. Elles ont reçu il y a quelques jours 2 familles de Yanomami. On est en train de leur faire un traitement contre la malaria. L'eau stagnante laissée par les forages a provoqué une épidémie de malaria dans leur communauté. Ils se baignent et boivent l'eau du fleuve où les chercheurs d'or travaillent. Sur son bras, on voit bien les plaies. On va lui passer une crème sur le corps et laisser reposer une demi-heure. L'infection de peau peut être due à l'eau contaminée par le mercure. Pour aider Gisèle et Claudette, un seul médecin, qui vient seulement toutes les 3 semaines, et trop peu de médicaments. Ici, il n'y a pas d'accès à d'eau trop. On les traite aujourd'hui, mais il va falloir refaire le traitement dans quelques mois, et encore et encore. On ne peut rien faire de plus. En 2012, des spécialistes ont réalisé une étude. Ils ont prélevé des cheveux sur leur crâne et ils ont trouvé une quantité de mercure bien supérieure à la limite acceptable. Aujourd'hui, c'est pire, parce que l'orpaillage est bien plus présent maintenant.
À quelques centaines de kilomètres de Huaycas, en route vers le village de Kululu, nous retrouvons José Ignacio et Manuela. Les deux chercheurs travaillent pour l'ISA, l'Institut socio-environnemental, qui soutient le commerce équitable avec les communautés indigènes de la terre Yanomami. Pour arriver jusqu'ici, il faut forcément prendre un avion. Faire tout le voyage en bateau, c'est très difficile. Donc ces communautés sont relativement isolées. Leur isolement n'a pas empêché cette communauté de Sanoma, un des peuples Yanomami, d'être envahie par les chercheurs d'or il y a quelques années. Traumatisés par ce contact, ils se sont longtemps méfiés de l'homme blanc. Manuela et José Ignacio font partie des rares étrangers à avoir réussi, petit à petit, à gagner leur confiance. Les 16 villages alentours sont venus les accueillir. Un rituel important dans la tradition des Sanoma, qui les autoriseront à partager leur quotidien pendant plus d'1 mois. Ils nous accueillent toujours comme ça. C'est leur façon de souhaiter la bienvenue. C'est toujours une fête. Si les Sanoma ont réussi à échapper aux griffes des orpailleurs, c'est grâce à leurs forêts et à ces richesses, dont ils vivent depuis des millénaires, préservés des tentations occidentales. Tous les jours, ce peuple de chasseurs-cueilleurs marche des kilomètres. Marinaldo et ses frères perpétuent ici des traditions ancestrales. Ce champignon s'appelle le Huayquesano. Nous, les Sanoma, nous savons que ce champignon est bon. Et puis, on n'oublie pas les enseignements de notre chef spirituel. C'est grâce à lui que l'on connaît tous ces champignons. Dans les années 90, la région a été contaminée par la fièvre de l'or. Plus de 40 000 orpailleurs ont envahi leurs terres. Comme de nombreux indigènes, à l'époque adolescent, le frère aîné de Marinaldo est devenu un esclave de l'or. J'ai accompagné un garimpero nommé Carioca. Il voulait savoir si je savais chasser des biches, des sangliers, des rongeurs. Il m'a demandé de l'accompagner, je l'ai fait, et je l'ai aidé à extraire de l'or. En échange, il m'a donné à manger, mais je travaillais gratuitement. Il m'a seulement donné une arme à feu. On ne veut pas de l'orpaillage. L'or, ça n'apporte que des problèmes. Aujourd'hui, notre or, à nous, ce sont nos champignons. Une fois cueillis, les champignons sont séchés au soleil, puis entreposés dans la coopérative du village. Grâce à l'ONG, ils sont vendus sur Internet et dans des restaurants chics du monde entier. 300 € environ le kilo. C'est bien moins que les milliers d'euros que valent un kilo d'or. Mais pour les anciens, ce que le commerce de leurs champignons leur offre n'a pas de prix. Ce jour-là, les Sanoma organisent une réunion et ont invité Mauricio Yequana, le directeur de l'association de défense des peuples du territoire Yanomami. Les chercheurs d'or ont dormi chez nous. Nous les avons reçus alors qu'ils étaient malades. 2 jours après, nos enfants sont tombés malades aussi. Il n'y avait pas de traitement et nous ne savions même pas que cela venait d'eux. Et par leur faute, nos enfants sont morts. Il y a 10 ans, un village voisin entier a été éradiqué par la malaria. L'or est pour eux synonyme de mort. Une menace qui a repris depuis l'an dernier.
L'année dernière, 2 orpailleurs sont passés tout près d'ici, dans une autre communauté, les Hokolachimo. Il faut que vous rapportiez l'existence de cette menace lors de vos réunions à la capitale et que vous aidiez le peuple Sanoma. Ça, c'est le territoire Yanomami. Depuis l'investiture de Jair Bolsonaro, favorable à la légalisation de l'exploitation minière sur les terres indigènes, l'orpaillage a augmenté. Les points rouges, c'est là où il y a les orpailleurs. La pression monte vers ici. Notre rôle, c'est surtout de leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas se faire amis avec les orpailleurs. Depuis que l'ONG est arrivée dans la région, le projet de commerce des champignons leur sert de bouclier de protection. La vente permet aux 16 communautés d'obtenir une rente annuelle d'environ 20 000 €. Un argent systématiquement converti en produits de première nécessité, comme des casseroles ou des couteaux. Ils pêchent toujours de nuit, mais c'est difficile sans lampe torche. On n'a pas besoin d'or. Avec la vente des champignons, je reçois des vêtements pour ma famille, des lignes de pêche et des lanternes. Ça me suffit. L'aspect positif du projet champignon, c'est qu'il représente pour eux une rente d'argent distribuée de façon équitable. Chaque femme, homme ou jeune peut cueillir des champignons et recevoir un paiement juste pour leur travail. C'est un produit de la forêt, donc l'exploitation respecte la forêt et protège la santé des Sanoma. José Ignacio et Manuela souhaiteraient étendre la vente des produits de la forêt à d'autres villages indigènes, plus proches des sites d'orpaillage. Un partenariat précieux pour les peuples Yanomami, qui n'ont aucune protection du gouvernement face à l'invasion des orpailleurs. À des centaines de kilomètres de là, aux portes de la réserve Yanomami, tout le monde dans la région travaille de près ou de loin pour l'orpaillage. Antonio travaille pour la FUNAI, l'organisation brésilienne de protection des terres indigènes. Sur notre chemin, le territoire est encerclé par des fermes d'élevage, souvent complices des orpailleurs. Ces propriétés que vous voyez font payer un droit de passage aux orpailleurs pour utiliser leur route privée jusqu'à leur petit port. De là, les orpailleurs embarquent nourriture et matériel sur leurs bateaux et remontent le fleuve. L'an dernier, faute de moyens, les 3 bases de protection de la FUNAI qui étaient au bord de ce fleuve ont été fermées, laissant le champ libre aux chercheurs d'or. Mais depuis, avec l'aide des indigènes de la région, une décision de justice prise avant l'investiture de Jair Bolsonaro permet aujourd'hui à ses agents de la FUNAI de reconstruire une première base. Et ce bois ? Ça, c'est pour le mur du fond. Il est plus grand. Ici, c'est la maison principale, qui est presque finie. On y a déjà installé un bureau et les équipements nécessaires. Il va y avoir d'autres logements par ici. On va y loger non seulement les équipes de la FUNAI, mais aussi les forces de sécurité de la police fédérale qui viennent en renfort lors d'opérations. Leur rôle est de protéger la région de tout contact avec le non-indigène, le blanc. Un travail rendu très difficile par le gouvernement et le nouveau président de la FUNAI, proche du lobby agricole. On ne préfère pas penser à la politique actuelle. Mieux vaut se concentrer sur ce qu'on peut faire ici. C'est une vraie responsabilité. À côté de cette base en construction, l'armée a été appelée en renfort. Une patrouille du bataillon de l'infanterie de la jungle brésilienne rentre de 3 jours de mission en pleine forêt, avec leur prise. Là, il y a 80 grammes d'or. C'est l'équivalent de 1 800 €. Ah, ça, c'est la balance qu'ils utilisent pour peser l'or. Ça, c'est un calibre 26 et là, un 32.
Un petit butin pour ces hommes habitués à partir chaque semaine en opération. Le lieutenant Ferreira et ses soldats sont déployés ici depuis le mois d'août. À l'origine pour lutter contre les départs d'incendies dans la forêt amazonienne. Mais très vite, les chasseurs d'or sont devenus leur priorité. Oui, on en a vu beaucoup. Il y avait au moins 30 baraquements illégaux. 40 personnes environ, mais beaucoup ont fui dans la forêt. Légalement, on ne peut pas arrêter les orpailleurs, c'est à la police de le faire. Mais on déstructure leur campement et toute leur logistique pour qu'ils ne reviennent pas. C'est ça notre but. Des biens brûlés ou réquisitionnés comme ces 4 barques en fer saisies il y a quelques jours, qui permettent aux orpailleurs de remonter les courants forts. L'armée contrôle désormais l'entrée du fleuve, mais l'essentiel de ses missions s'effectue dans les airs. On a décollé direction cette région ici, les points 1, 2, 3 et 4. 3 bataillons comme celui-ci seulement dans toute la région. Face à eux, on dénombre plus de 27 000 orpailleurs. Alors pour ces soldats, c'est un jeu du chat et de la souris. On saisit leur téléphone et leurs tablettes numériques car ce sont des pièces à conviction pour les services de renseignement de la police. On arrive à obtenir beaucoup d'informations sur les sites, leurs chefs, et on planifie nos opérations en fonction de ça. Vous remontez jusqu'aux responsables ? On peut découvrir qui ils sont, mais c'est difficile. Généralement, ce sont des gens importants et ils sont durs à attraper. Ceux qui tirent les ficelles de cette économie souterraine se cachent. Mais à Boa Vista, la capitale de l'État de Roraima, leur armée d'ouvriers, elle, a décidé de s'afficher au grand jour. Ça, c'est notre plus grand symbole, la fierté de notre peuple, ce qui nous représente nous, les orpailleurs de Roraima. Construit dans les années 60, ce monument représente leur ancêtre orpailleur. La nostalgie d'un âge d'or où l'extraction n'était pas interdite. Regardez-nous, Monsieur le Président. Clayton Alves et ses collègues lancent un appel à l'aide au président Jair Bolsonaro, qui a promis de légaliser l'orpaillage en terre indigène. Je demande au Congrès brésilien qu'il nous aide. Aujourd'hui, dans l'état de Roraima, nous sommes une moyenne de 30 000 orpailleurs. Et cela fait 5 mois qu'on ne travaille plus. Ce n'est pas juste. L'orpailleur est un honnête travailleur, pas un bandit. Depuis quelques semaines, il campe sur cette place, faute de pouvoir retourner travailler en forêt. Ils ont tout détruit, notre campement, notre nourriture, regardez. Et nous n'avons même pas d'argent pour payer notre loyer ou pour manger. Et c'est pour ça qu'on campe ici. Si je ne travaille pas, comment je fais pour nourrir mes enfants, subvenir aux besoins de ma famille? Vous ne pouvez pas trouver un autre travail? Ici, il n'y a pas d'autre travail pour moi. Je suis analphabète, je ne sais faire que ça, j'ai besoin de ce travail. À l'Assemblée législative de l'État de Roraima, Clayton et ses collègues ont obtenu une audience publique, à l'initiative d'un député, Jânio Xingu. Ami des orpailleurs, il veut cajoler son électorat et porter le projet de législation jusqu'à Brasilia. Lui, c'est le président de notre Assemblée. On a besoin de l'orpaillage car notre État est pauvre et nous ne pouvons plus vivre dans la misère. Notre richesse naturelle appartient au peuple brésilien et il a le droit de l'exploiter. Ce que l'on veut ici, c'est créer une grande coopérative à laquelle pourra appartenir n'importe quel orpailleur. On veut que les entreprises multinationales puissent s'installer ici et exploiter le sol, et que l'orpailleur paye des impôts sur l'or qu'il extrait. Nous vivons sur une terre riche, et pourtant, nous sommes pauvres. Pour l'occasion, une foule d'orpailleurs s'est invitée dans la salle plénière. Une première dans l'histoire du pays. Des chercheurs d'or organisés en syndicats, des spécialistes de l'exploitation minière, des avocats, tous en faveur de la légalisation. Les organisations indigènes n'ont pas été invitées. Pourtant, selon la Constitution brésilienne et l'Organisation internationale du travail, aucune exploitation ne peut avoir lieu sur leur terre sans leur accord.
On sait qu'on ne peut pas travailler ici à cause de cette fichue convention 169 de l'Organisation du travail. Je ne suis pas un bandit, j'ai tous mes papiers en règle pour le prouver. L'unique solution pour eux, que le Congrès national modifie la Constitution. Dès la semaine prochaine, nous formerons une commission spéciale et nous nous rendrons au siège du Congrès à Brasilia. Nous allons enfin défendre nos droits. Le député Jânyo Xingu souhaite défendre son projet auprès du ministère des Mines. Selon lui, la légalisation permettrait à l'État de Roraima et tous ses citoyens de vivre en meilleure harmonie. La redevance de l'or pourra participer au PIB de l'État et même permettre d'améliorer les conditions de vie des indigènes. L'État de Roraima pourra ainsi réglementer leur paillage, encadrer la sécurité des sites d'exploitation, acheter de l'or, recevoir des impôts. C'est ça l'objectif principal de cette audience publique. Merci. Comme si la bataille était déjà gagnée, depuis l'élection de Jair Bolsonaro, une soixantaine d'entreprises d'exploitation minière ont commandité près de 600 études de sol en terre Yanomami, en toute illégalité. Un puissant lobby contre lequel se bat Joenia Wapichana. Originaire de Roraima, elle est la première députée indigène au Parlement national. Les entreprises minières nous attaquent par tous les moyens pour essayer de légaliser. Mais on va résister. Pour organiser la résistance, justement, elle a rendez-vous avec l'association indigène qui défend les terres Yanomami. Avant, ces murs étaient peints d'un symbole indigène. Mais depuis qu'ils ont reçu des menaces et qu'ils ont été attaqués, ils ont préféré peindre la façade en gris. Une réunion à l'abri des regards. Autour de la table, la plupart ont été menacés de mort. Comme Davi Kopenawa, une figure indigène dans la lutte contre l'orpaillage. Et sa relève, Mauricio, le directeur de l'association qui nous avait guidés sur les terres envahies par les chercheurs d'or. Aujourd'hui, avec le soutien de Bolsonaro, les partisans de l'orpaillage font tout pour convaincre les indigènes qu'ils ont tout à gagner à les soutenir. Certains indigènes les soutiennent déjà. Ils vont dire « l'accès aux soins de santé n'est pas bon », n'est-ce pas les Indiens? Avec l'exploitation minière, vous allez voir, vous allez recevoir de meilleurs soins. Toute leur rhétorique, c'est que l'exploitation minière serait la solution à tous les problèmes des indigènes. Les entreprises minières vont provoquer des destructions gigantesques. Vous voyez déjà les dégâts que causent les petits orpailleurs. Alors imaginez des grandes entreprises avec leurs énormes machines. Cela va détruire toutes nos terres. Pour la députée, la constitution brésilienne de 1988 ne les protège pas assez. En essayant de passer en force, ils oublient que la constitution les oblige à tenir compte de notre avis. Et ça, c'est notre arme. La légalisation de l'orpaillage menace près de 70% des terres démarquées dans tout le pays et annonce pour ses militants la mort certaine des peuples indigènes. Le président de la Chambre des députés vient d'annoncer qu'il refuserait de voter le projet de loi porté par le gouvernement. Ensevelis sous ces terres ancestrales, leur tant convoité est aujourd'hui la plus grande malédiction du peuple Yanomami. Voilà pour ce reportage signé Fanny Leterre et Laura Damas. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.